Lorsque le gardien de l'esprit tombe, le chaos s'installe. Bienvenue dans Dossier Mystère, je suis votre animateur Étienne. D'où nous rejoignez-vous aujourd'hui? Vos commentaires enrichissent nos enquêtes. Partons à la recherche d'indices. La fête annuelle du jardin de St. Mary Mead était un élément incontournable de la vie du village, aussi fiable que la floraison des premiers crocus au printemps ou les inévitables grognements sur le prix des scones à la vente du presbytère. Cette année, le soleil brillait d'une chaleur trompeuse, les banderoles flottaient joyeusement sur la pelouse du village et les tables gémissaient sous le poids des éponges Victoria, des tartelettes à la confiture et des gâteaux au citron, tous soigneusement jugés et classés tranquillement par les formidables dames du Women's Institute. Parmi la foule, Miss Jane Marple était assise sous un auvent rayé, un parasol en dentelle posé légèrement sur son poignet. Ses yeux bleus scintillaient derrière ses lunettes délicates, alors qu'elle observait la scène animée avec l'air d'une impératrice bienveillante, quoique légèrement amusée, surveillant son royaume. L'événement ne promettait pas plus de drame que les plaintes habituelles concernant les confitures de fraises de Madame Sowerby, ou la moelle étrangement grosse du jeune Peter Larkin, inscrite au concours de légumes. Mais le destin, comme Miss Marple le pensait souvent, envoyait rarement des avertissements avant de frapper. Le docteur Julian Hayworth était nouveau à St. Mary Mead, après avoir élu domicile 3 mois plus tôt à Rosebank Cottage, une propriété pittoresque située dans l'allée derrière l'église. Psychiatre de profession, un médecin nerveux, comme insistait pour l'appeler le vieux monsieur Sims de la Poste, il était rapidement devenu un sujet de spéculation parmi les villageois. Jeune, beau et inhabituellement intense, beaucoup pensaient que le docteur Hayworth avait un air de connaissance profonde, ce qui rendait certains mal à l'aise et d'autres fascinés. Plutôt morbide, à mon avis, avait dit Madame Price Ridley en frémissant, fouiller ainsi la tête des gens. Aujourd'hui, le docteur Hayworth devait juger le concours de déguisement pour enfants, un honneur accordé seulement après de longues discussions de la part du comité organisateur qui le considérait avec un mélange de suspicion et de respect. Miss Marple, grignotant un sablé, le regarda se diriger vers la table des juges. Il était habillé impeccablement, comme toujours, d'un costume gris avec une élégante cravate bleu marine. Mais, et Miss Marple l'a immédiatement remarqué, il y avait aujourd'hui une tension chez lui, une pâleur sous son bronzage sain et une raideur dans sa démarche qui suggérait un trouble intérieur. Alors que les enfants défilaient, une petite reine Élisabeth, un pirate à l'air particulièrement sale, une fée aux ailes tombantes, le docteur Hayworth applaudissait machinalement, forçant des sourires qui n'atteignaient pas ses yeux. Il s'essuya le front à 2 reprises, bien que la journée fût simplement tempérée, et lorsque la fille du vicaire, la petite Émilie Archibald, s'approcha de lui habillée en agneau, il la regarda fixement pendant plusieurs secondes avant de se redresser comme s'il avait été frappé. Les murmures commencèrent presque immédiatement. Une vague de rires inquiets a balayé la fête. « Je sens la chaleur, pauvre gars », murmura le colonel Bantry à Miss Marple en lui tendant un verre de limonade. Probablement pas habitué à ce genre de plaisanterie, mais Miss Marple, fronçant légèrement les sourcils, n'était pas convaincue. Le docteur Hayworth recula d'un pas, la main tremblante alors qu'il cherchait une chaise. Il vacilla, poussa un cri sourd et incohérent, un son qui glaça le sang, et s'effondra lourdement sur le sol, éparpillant au passage un plateau de glace à la noix de coco. Un cri d'alarme retentit. Madame Lestrange du commissariat a crié. Madame Price Ridley laissa tomber son sac à main avec un bruit sourd, et la femme du vicaire se précipita, appelant de l'eau et du sel à la manière consacrée des Anglaises, confrontée à une urgence. Miss Marple se leva lentement, son ombrelle désormais oubliée à ses côtés. Elle se déplaçait à travers la foule rassemblée avec une agilité surprenante pour son âge, arrivant juste au moment où M. Hill, le pharmacien local, vérifiait le pouls du docteur Hayworth. « Il est vivant », annonça M. Hill un peu inutilement,
car le docteur Hayworth gémissait faiblement et luttait pour se lever. Son visage, cependant, était horrible, trempé de sueur, ses yeux étaient sauvages et flous. « Allez chercher une civière », ordonna Madame Hartnell, assumant la charge avec la rapidité qu'elle réservait pour les thés à l'église et les incendies de maison. Il faut qu'il soit ramené chez lui immédiatement. Les villageois bourdonnaient comme des abeilles dérangées, spéculant sauvagement sur la cause de l'effondrement. « Coup de chaleur », disaient certains. « Une crise cardiaque », chuchotèrent d'autres. Miss Marple, cependant, a surpris un curieux échange de regards entre deux personnages se tenant à l'écart du brouhaha principal, Madame Audrey Blackwood, une veuve récente, et Monsieur Leonard Cresswell, un avocat de Much Benham. Il n'avait pas l'air choqué, mais plutôt inquiet. Le docteur Hayworth, marmonnant maintenant de manière incohérente à propos de pardon et de l'esprit brisé, a été transporté doucement sur une civière de fortune constituée de couvertures et d'une porte de jardin, et emporté vers Rosebank Cottage. La fête reprit sans enthousiasme, mais l'esprit de la journée était brisé. Les villageois bavardaient à voix basse. Les tasses de thé tintaient nerveusement tandis qu'ils spéculaient sur ce qui avait possédé le jeune psychiatre. « C'est la tension, bien sûr », a déclaré Madame Price Ridley avec un air de grande connaissance. « Parler à des fous toute la journée, cela finira par déteindre sur toi. » Miss Marple ne dit rien. Elle sirota sa limonade, son esprit arrangeant tranquillement les pièces de ce nouveau et curieux puzzle. Ce n'était pas seulement une maladie, elle en était sûre. Non, quelque chose de plus profond était à l'œuvre ici, quelque chose de plus sombre. Et si son instinct était correct, et c'était généralement le cas, cet effondrement n'était pas une fin, mais un début. Le lendemain matin, les événements de la fête s'étaient répandus dans St. Mary Mead, avec l'élan imparable d'une rivière en crue. Il était tout à fait impossible d'entrer dans High Street sans entendre des bribes de spéculation, livrées avec le délicieux frisson de ceux qui se retrouvaient enfin au milieu d'un véritable drame. Miss Marple, portant son panier chez l'épicier, a entendu un chuchotement entre Madame Price Ridley et Madame Simmons à l'extérieur du bureau de poste. Une dépression, j'en suis sûr. J'ai toujours dit qu'il avait un air hanté. « Où buvez, vous savez ?» souffla Madame Simmons, regardant autour d'elle pour s'assurer que personne ne pouvait l'entendre, à l'exception de la moitié du village. Avec ces étrangers, on ne peut jamais le savoir. Miss Marple sourit poliment, en passant, s'arrêtant juste un peu plus longtemps que nécessaire pour choisir une barquette de cassis devant le magasin de M. Abbott. Dans le petit monde de St. Mary Mead, les souffrances privées d'un homme étaient autant un bien public que le prix du beurre, et l'effondrement du docteur Hayworth avait déclenché une fièvre de conjectures sans précédent depuis le moment où le neveu du vicaire avait été surpris en train de rentrer chez lui ivre après un match de cricket. Tout le monde, semblait-il, avait une opinion, et aucune n'avait moins de valeur parce qu'elle était totalement infondée. Le colonel, Bantry s'arrêtant pour saluer Miss Marple, dit d'un ton bourru, « Des nerfs. C'est tout ce que c'est. Des gars comme ça, des types intelligents, ils craquent facilement, pas comme les soldats. Un autre type de courage est requis. » Miss Marple hocha la tête avec sympathie, même si, en privé, elle se souvenait de plusieurs cas où des soldats s'étaient effondrés de manière très tragique sous des tensions invisibles à l'œil nu. À la boulangerie, Madame Hartnell était en train d'organiser un petit comité informel sous prétexte d'envoyer au Dr. Hayworth un panier de guérison, mais en réalité pour consolider les efforts de collecte d'informations de son réseau. Elle avait déjà dressé une liste de dons, des pommes, un jambon, 6 bouteilles d'eau tonique, et chaque donateur devait également, d'une manière ou d'une autre, partager ses dernières nouvelles. Madame Lestrange, à la laiterie, a appris que la gouvernante du docteur Hayworth, une jeune fille calme nommée Elsie, avait été vue se précipitant à la pharmacie tard dans la soirée pour chercher des somnifères. Du jeune Tommy Pollard,
qui livrait des produits d'épicerie, est venue la révélation passionnante que le docteur Hayworth recevait des lettres marquées « personnelles » et « urgentes » depuis des semaines. L'épouse du vicaire, discrète mais persistante, apprit que Madame Audrey Blackwood avait rendu visite au docteur Hayworth pas moins de 3 fois au cours des 15 jours précédant la fête. Chaque visite tard dans l'après-midi et chacune se terminant par son départ dans une détresse visible. C'était, comme Miss Marple le pensait plus tard dans la journée en taillant ses roses, une toile des plus enchevêtrées. La chose étrange n'était pas seulement l'effondrement du docteur Hayworth, mais l'impression distincte de peur que Miss Marple avait reçue, une terreur profonde, presque primitive, qui l'avait saisie juste avant sa chute. Et la peur, elle le savait, naissait rarement de rien. En milieu de matinée, elle sirotait du thé dans son salon soigné aux rideaux de dentelle lorsque sa bonne amie, Madame Dolly Bantry, entra en trombe, les joues rouges d'excitation de nouveau, potin. « Ma chère Jane, s'écria-t-elle en se jetant dans le fauteuil près de la cheminée, « vous ne croirez jamais ce que j'ai entendu. » Miss Marple sourit sereinement. « Non. Je me demande... » Dolly se pencha et baissa la voix. « Il semble que le docteur Hayworth ait eu une sorte de... Oh, comment dire? Un scandale avant de venir ici. Pas seulement des nerfs, mais de vrais problèmes. À Londres, lors de son dernier cabinet. Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement, alors qu'elle reprenait son tricot, ne donnant aucun signe extérieur d'intérêt particulier. « Quel genre de problème, chérie ?»« Oh, je ne sais pas précisément, » dit Dolly en agitant une main gantée. « Quelque chose à voir avec un patient, peut-être. C'est ce que M. Cresswell a laissé entendre au Major Biddle. Et bien sûr, le Major Biddle l'a dit à tout le monde au club de golf. »« Comme c'est terriblement vague, » murmura Miss Marple. « C'est quand même plutôt suggestif, tu ne trouves pas ?» À ce moment, un coup sec à la porte interrompit leur conversation. C'était le jeune agent Drake qui avait l'air de préférer être ailleurs. « Je vous demande pardon, Miss Marple, » dit-il en serrant son casque, « mais l'inspecteur a pensé que vous pourriez peut-être... aider un peu. » Miss Marple cligna des yeux, ses aiguilles à tricoter s'arrêtant dans les airs. « Aider, constable? Dans quoi, précisément ?» Le jeune homme traîna les pieds. « Eh bien, c'est juste, il y a eu un autre incident. »« Un autre ?» dit doucement Miss Marple, son intérêt s'aiguisant comme un chat flairant une souris. « Oui, mademoiselle. Un cambriolage chez le docteur Hayworth. » Dolly Bantry poussa un cri mêlé d'horreur et de joie. « Oh, Jane, dis que tu iras. » Miss Marple se leva aussitôt, attrapant son chapeau avec une détermination tranquille. « Bien sûr, chère Dolly. Je pense que nous devons le faire. » Alors qu'ils marchaient d'un pas vif vers Rosebank Cottage, le village semblait bourdonner autour d'eux. Les rideaux s'agitaient, des têtes apparaissaient aux portes. La nouvelle avait volé plus vite que n'importe quel télégramme. Rosebank Cottage, habituellement une image de tranquillité à la campagne, avait maintenant l'aspect échevelé d'un lieu envahi. Une vitre de la porte arrière avait été brisée et une légère odeur de fumée, âcre et désagréable, persistait dans l'air. À l'intérieur, la scène était pire. Des livres et des papiers étaient éparpillés sur le sol du salon. Les tiroirs s'ouvrirent, leur contenu renversé et piétiné. Dans l'âtre, un tas de fragments calcinés fumait faiblement, comme si quelqu'un avait tenté désespérément de brûler des preuves. L'inspecteur Craddock, un homme aux cheveux blonds au visage gentil mais aigu, accueillit Miss Marple avec un mélange de respect et de soulagement. « C'est bien d'être venue, Miss Marple. Je pensais que vous remarqueriez peut-être quelque chose que nous ne remarquerions pas. » Elle sourit modestement. « Je suis sûr que vous et vos hommes êtes parfaitement capables, inspecteur. » Il sourit. « Faites-moi plaisir. Quelque chose d'étrange attire votre attention ?» Miss Marple se déplaçait lentement dans la pièce, apparemment distraite par les figurines en porcelaine et les broderies sur les chaises, mais ses yeux perçants ne manquèrent de rien. Elle se pencha près de l'âtre et souleva délicatement de ses doigts gantés un morceau de papier à moitié brûlé. Le fragment montrait une partie d'une lettre, même si la plus grande partie avait été consumée par les flammes.
Seuls quelques mots restaient lisibles. Ça ne peut pas être caché pour toujours. Le passé a une façon de revenir. Vous savez ce qu'il faut faire. Le front de Miss Marple se plissa légèrement. Elle ne dit rien, mais fourra soigneusement le morceau dans son mouchoir de poche. Oui, pensa-t-elle. Il ne s'agissait pas d'une simple nervosité ou d'une indiscrétion mineure. Il y avait un passé ici, un passé dangereux et urgent. Et il avait atteint le docteur Hayworth. Et si Miss Marple était juge, les véritables ennuis ne faisaient que commencer. Miss Marple était assise cet après-midi-là à la fenêtre de son cottage, une tasse de thé faible refroidissant dans ses mains. À l'extérieur, le village vibrait d'une énergie tendue, un mélange d'excitation et d'effroi, alors que les rumeurs se multipliaient et que les soupçons s'enracinaient. St. Mary Mead, comme un jardin après la pluie, fleurissait, et de spéculation. Elle réfléchit au bout de papier brûlé qu'elle avait découvert à Rosebank Cottage. Ces quelques mots effrayants faisaient allusion à un chantage, ou du moins à une menace liée à un passé obscur. Et pourtant, se rappelait Miss Marple avec sa prudence habituelle, dans la vie de village, les apparences pouvaient être merveilleusement trompeuses. La première enquête était en cours et l'inspecteur Craddock, un homme méthodique, avait fixé le cap. Entretien, vérification des antécédents et reconstitution minutieuse de la chronologie entourant l'effondrement du docteur Hayworth et l'effraction qui a suivi. Pendant ce temps, Miss Marple se lançait dans sa propre forme d'enquête, plus discrète, quelque chose qu'elle considérait comme rassembler les fils humains. Sa première visite fut chez Madame Blackwood. Audrey Blackwood vivait seule dans une jolie maison en briques sur Church Lane. Veuve depuis 2 ans, elle s'était bâtie une réputation de distante. Mais comme Miss Marple le savait bien, la distance pouvait masquer bien des choses. La douleur, la culpabilité ou pire. Madame Blackwood a ouvert la porte elle-même, vêtue d'une robe noire austère qui la faisait paraître plus âgée que ses 40 ans. Son visage, habituellement calme, montrait des signes de détresse récente, de légers gonflements autour des yeux, des tics nerveux au coin de la bouche. « Miss Marple, dit-elle, visiblement surprise. « Entrez, pardonnez le désordre. » Le désordre, remarqua immédiatement Miss Marple, consistait en une seule tasse de thé légèrement déplacée. Madame Blackwood était au contraire excessivement contrôlée. « J'espère que je ne vous dérange pas, chérie, » dit gentiment Miss Marple en s'installant dans un fauteuil recouvert de chintz. « Je pensais que tu pourrais te sentir plutôt bouleversée après les événements d'hier. » Madame Blackwood se raidit. « Oui, terrible, pauvre docteur Hayworth, un homme si brave. »« En effet, » murmura Miss Marple, « on déteste penser à ce qui a pu provoquer un tel effondrement. Une maladie ou quelque chose, tristesse peut-être ?» Pendant un instant, Madame Blackwood ne dit rien. Ses doigts tordirent le bord de son tablier. « Je ne sais pas, dit-elle enfin à voix basse. Il était troublé, je pense. Il parlait parfois de regrets, d'erreurs qu'il ne pouvait pas réparer. » Miss Marple laissa le silence s'étendre. Et a-t-il déjà mentionné quelqu'un de son passé? Quelqu'un qui pourrait lui vouer de la mauvaise volonté? Madame Blackwood a hésité un peu trop longtemps. Non, personne, j'en suis sûr. Mais les oreilles pointues de Miss Marple ont capté le léger tremblement de sa voix. La voix de quelqu'un qui lutte pour retenir sa peur. Lorsqu'elle partit quelques minutes plus tard, Miss Marple s'arrêta devant la porte du jardin, jetant un coup d'œil à la maison bien rangée. Quelque chose n'allait vraiment pas là-bas. Madame Blackwood n'était pas seulement inquiète, elle avait peur. Et la peur, Miss Marple le savait, était rarement déplacée. Ensuite, Miss Marple s'est rendue à la pharmacie, un petit établissement tenu par M. Hill, un petit homme pointilleux avec l'air de quelqu'un qui s'excuse perpétuellement d'exister. M. Hill, lorsqu'on lui a demandé gentiment, a confirmé qu'Elsie, la gouvernante du docteur Hayworth, était effectivement arrivée tard la veille au soir. « J'ai demandé de l'hydrate de chloral, Miss Marple, » dit-il en ajustant nerveusement ses lunettes.
Il a dit que le docteur avait besoin de dormir. Il ne pouvait pas se reposer du tout, le pauvre garçon. « Chloral hydraté !» s'exclama doucement Miss Marple. « Une chose tellement dangereuse entre des mains non qualifiées. »« Tout à fait. J'ai essayé de la dissuader, mais vous savez comment sont les gens. J'ai dit que c'était sur ordre du médecin. » Miss Marple le remercia, l'esprit en ébullition. Si le docteur Haworth avait eu besoin d'une aide aussi puissante pour dormir, son état aurait été bien pire qu'une simple nervosité. En sortant du magasin, elle a failli entrer en collision avec le jeune Leonard Cresswell, l'avocat, qui lui a offert une révérence raide. « Bon après-midi, Miss Marple. »« Bon après-midi, Monsieur Cresswell. Quelle triste affaire pour le docteur Haworth. » La bouche du jeune homme se serra. « Oui, très malheureux. »« Le connaissiez-vous bien ?» Cresswell hésita. « Seulement professionnellement. J'ai aidé à rédiger son bail. Un gentleman très privé. » Miss Marple sourit gentiment. « Privé, oui, mais pas nécessairement secret. » Cresswell rougit. « Je pense à peine pouvoir commenter. » Ce qui, pensa Miss Marple en le regardant reculer précipitamment dans la rue, était un commentaire en soi. Ce soir-là, le village s'est à nouveau réuni, cette fois officieusement, au Blue Boar, où les pintes et les potins coulaient à flot. Miss Marple, bien sûr, ne fréquentait pas de tels endroits, mais elle avait son réseau. Jim Hawkins, le publicain, se trouvait être un cousin de son ancienne servante Gladys, et par des canaux subtils, elle a reçu les dernières informations. Selon Hawkins, une conversation particulière avait retenu son attention. M. Sims, le maître de poste, s'était vanté d'avoir vu une lettre adressée au docteur Haworth, marquée d'une adresse de retour à Harley Street, le centre de l'élite médicale de Londres. La lettre, dit Sims, avait l'air très officielle, et le docteur Haworth était devenu pâle lorsqu'il l'avait récupérée. Une sorte de convocation, je pense, a relayé Hawkins. Peut-être quelque chose à voir avec son permis d'exercer? Miss Marple a soigneusement classé les informations. Une lettre de Harley Street, un passé caché. Visite de Madame Blackwood, marquée par une détresse visible. Un avocat qui semblait en savoir plus qu'il ne le disait. Une femme de ménage terrifiée allant chercher de dangereux somnifères. Et maintenant, une attaque contre la maison de Haworth, visant à détruire des preuves. C'était un modèle désordonné, mais c'était un modèle. Le lendemain matin, Miss Marple se réveilla en entendant frapper à sa porte. C'était Dolly Bantry, tenant les dernières nouvelles comme un cadeau de Noël. « Jane, allaita-t-elle, tu dois venir vite. Ils ont trouvé quelque chose au chalet. » Sans un mot, Miss Marple enfila son manteau et son chapeau. Ensemble, ils se précipitèrent le long de l'allée, leurs jupes battant au vent vif du matin. Rosebank Cottage. La scène était désormais plus calme. L'agent Drake montait la garde à la porte et à l'intérieur, l'inspecteur Craddock les accueillit avec un visage sombre. « Nous avons trouvé quelque chose dans l'abri de jardin, » dit-il, enterré sous le tas de bois. Il les conduisit jusqu'à la petite structure derrière le cottage, où deux agents étaient occupés à nettoyer les planches et les pots de fleurs. Cassés. Là, à moitié enfouie dans la terre, se trouvait une petite boîte en métal. Elle était très rouillée, mais la serrure céda facilement sous l'impulsion de Craddock. À l'intérieur, ils ont trouvé une pile de papier jauni par le temps et, par-dessus, une photographie. Miss Marple l'examina attentivement. La photographie montrait le docteur Haworth, incontestablement plus jeune, debout, bras dessus, bras dessous, avec une femme. Une belle femme blonde qui rit, et derrière eux une silhouette floue à peine visible au bord du cadre. Un homme qui les regarde avec une haine indubitable dans les yeux. Craddock siffla doucement. On dirait que nous avons trouvé notre squelette dans le placard. Miss Marple hocha la tête, même si son esprit s'emballait déjà. Elle avait déjà vu le regard de cet homme sombre, pas dans la vie, mais dans d'innombrables histoires de passion, de trahison et de vengeance. La nature humaine, pensait-elle, était un livre qu'on ne pouvait jamais finir de lire,
et alors qu'elle se détournait du hangar, elle sut, ce qui hantait le docteur Hayworth n'en avait pas encore fini avec lui. L'inspecteur Craddock, un cahier à la main, était assis dans le petit salon de Rosebank Cottage, feuilletant les documents récemment découverts, tandis que Miss Marple se perchait discrètement dans un coin, son tricot posé sur ses genoux. Un petit sourire effleura ses lèvres, inaperçu, alors que l'inspecteur marmonnait pour lui-même. « Alors, dit enfin Craddock, tapotant pensivement la photo, nous avons là preuve d'un certain enchevêtrement. Mais qui sont ces gens ?» Miss Marple toussa délicatement. « Je me demande, inspecteur, si M. Cresswell ne dispose pas d'informations. Les avocats sont souvent plus impliqués dans les affaires du village qu'il n'y paraît. » Craddock hocha la tête, prenant note. « Et madame Blackwood, bien sûr. Ses liens avec le docteur Hayworth ne sont plus de simples ragots. » L'inspecteur a eu raison d'être prudent. Au cours de la longue expérience de Miss Marple, les premiers suspects, les plus évidents, étaient souvent soit trop coupables, soit pas assez coupables. Les interrogatoires ont commencé cet après-midi. Craddock a déménagé officiellement. Miss Marple se déplaçait tranquillement, écoutant, observant, suscitant des réactions avec l'habileté d'un maître pêcheur. Leur premier appel concernait Leonard Cresswell. Le jeune notaire les reçut dans ses bureaux au-dessus de l'ancien bâtiment de la banque, d'un ton aussi vif et sec que les papiers juridiques empilés autour de lui. « Je vous l'ai déjà dit, » dit Cresswell, la voix tendue. « Je n'ai eu affaire qu'avec le docteur Hayworth à titre professionnel. »« Tout à fait, » a déclaré Craddock. « Cependant, nous avons des raisons de croire que le docteur Hayworth a eu des difficultés dans son passé. Vous devez comprendre, monsieur Cresswell, que de telles informations pourraient être très pertinentes. » Cresswell hésita, puis, voyant le visage doux et patient de Miss Marple, sembla se détendre légèrement. Il y avait des rumeurs, a-t-il reconnu. Quelque chose à propos d'un patient à Londres. Une femme. Cela a provoqué une sorte de scandale. Le docteur Hayworth a brusquement quitté son poste. Les aiguilles de Miss Marple claquèrent doucement. « Une femme », répéta-t-elle. « Comme c'est triste. Ces petites tragédies sont rarement totalement unilatérales. » Cresswell rougit, entendant peut-être le léger reproche dans sa voix. « Je crois, dit-il avec raideur, que la femme en question est morte. » Miss Marple et Craddock échangèrent un rapide regard. « Suicide ?» demanda Craddock. Cresswell hocha la tête à contre-cœur. « C'est ce qui a été murmuré. Tout a été étouffé, bien sûr, les réputations professionnelles et tout ça. Et est-ce que quelqu'un d'autre était au courant ici à St. Mary Mead ?» demanda gentiment Miss Marple. Cresswell hésita. Madame Blackwood le savait peut-être. Elle s'intéressait particulièrement aux médecins. Miss Marple hocha la tête, son esprit tissant les fils ensemble. Ensuite, ils ont fait appel à nouveau à Madame Blackwood. Elle les accueillit pâle et posée, mais l'oppression autour de ses yeux s'était accentuée. « Je n'ai rien à ajouter, » dit-elle immédiatement, avant même qu'il ne soit assis. Le docteur Hayworth était un ami, rien de plus. Un ami à qui vous rendiez visite fréquemment, a déclaré Craddock. Elle leva le menton. Il avait besoin de compagnie. Il était seul et effrayé. Peur de quoi? Demanda doucement Miss Marple. Madame Blackwood hésita si longtemps que l'horloge de la cheminée sonna 8 fois avant de répondre. Du passé, dit-elle. Finalement, parmi les erreurs qu'il n'a jamais pu réparer, y avait-il quelqu'un qu'il craignait? Craddock appuya. Les mains de Madame Blackwood se tordirent sur ses genoux. Je ne sais pas, vraiment, mais il a reçu des lettres menaçantes, je pense. Il ne me les a jamais montrées. Il a seulement fait allusion. Et pourtant, dit doucement Miss Marple, vous avez dû voir quelque chose qui vous a alarmé. Le sang-froid de Madame Blackwood se brisa légèrement. Je pensais que peut-être il avait fait du tort à quelqu'un qui voulait se venger. Oh, tout cela était très vague, cria-t-elle en se levant brusquement et en faisant les 100 pas dans la pièce. Julian, docteur Hayworth, ce n'était pas un mauvais homme, juste
quelqu'un qui avait commis une terrible erreur un jour. Miss Marple se leva lentement. « Merci, ma chère, vous avez été très courageuse. » Alors qu'il partait, Miss Marple dit doucement à Craddock « La culpabilité, inspecteur, la culpabilité peut tordre l'esprit d'une personne plus sûrement que n'importe quelle menace extérieure. » Craddock grogna, ou la peur d'être découvert. De retour au village, un nouveau nom surgit d'un endroit inattendu. La jeune Elsie, la gouvernante du docteur Hayworth, avait disparu. Pas de fuite. Non, rien de si dramatique. Mais l'agent Drake, chargé de visiter Rosebank Cottage pour recueillir une liste des objets manquants, a rapporté qu'Elsie était partie chez sa tante à Ledbury tout d'un coup. J'ose dire qu'elle ne pouvait tout simplement pas supporter de rester seule à la maison, a déclaré Madame Price Ridley, avec le plaisir de celle qui pensait clairement le contraire. Miss Marple, cependant, trouva cela très intéressant. Si Elsie avait fui, cela pourrait suggérer de la culpabilité. Mais si elle avait eu peur de partir, eh bien, cela suggérait que quelqu'un exerçait toujours une pression. Agent de police, a déclaré Miss Marple plus tard dans la journée, rencontrant Drake à l'extérieur de la salle des fêtes, Elsie a-t-elle laissé une adresse de réexpédition? Seulement l'adresse de Ledbury, madame. Et est-elle partie d'elle-même? L'agent Drake s'est gratté la tête. Eh bien, elle avait l'air nerveuse. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus le supporter. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. « Peur », se murmura-t-elle. « Peur encore. » L'inspecteur Craddock a fait examiner les lettres trouvées dans la maison, celles qui n'avaient pas été brûlées. La plupart étaient inoffensifs. Revues médicales, factures, invitations occasionnelles du village. Mais l'un d'eux, rangé au fond d'un tiroir, était différent. Ce n'était pas signé, écrit d'une main grossière et colérique. Vous pensiez pouvoir oublier. Mais je ne l'ai pas fait. Bientôt tout le monde saura ce que vous avez fait. Vous la paierez. Miss Marple lut la lettre 2 fois en fronçant les sourcils. « Elle » murmura-t-elle. Qui était-elle? D'après l'expérience de Miss Marple, les cas de vengeance étaient presque toujours enracinés dans une émotion forte. Amour, trahison, humiliation. Quelqu'un, pensa-t-elle, avait perdu quelque chose ou quelqu'un à cause du docteur Hayworth, et que quelqu'un l'avait suivi à St. Mary Mead. Le lendemain d'après-midi, lors d'une réunion de thé au village, Miss Marple a entendu une autre. Information alléchante. Madame Hartnell, s'adressant à Madame Simmons, a mentionné qu'elle avait vu une fois le docteur Hayworth parler de manière très urgente à Peter Larkin, le jeune jardinier qui était entré dans la moelle d'une taille suspecte, lors de la fête. « Plutôt étrange, » dit Madame Hartnell en remuant son thé. Peter n'est pas du genre à évoluer dans de tels cercles. L'esprit de Miss Marple devint immédiatement net. Peter Larkin, un étranger même parmi les villageois, avait toujours été considéré comme un peu dur. Enfant trouvé recueilli par la vieille Madame Larkin, il avait grandi en marge de la société villageoise. Toléré, mais pas accepté. Si quelqu'un voulait un agent pour commettre des méfaits, ou, pire, Peter serait un outil utile. Était-il possible que Peter ait été utilisé pour intimider, voire attaquer le docteur Hayworth? Miss Marple résolut de mener une enquête discrète. Alors que le soir tombait sur St. Mary Mead, projetant de longues ombres sur la verdure du village, Miss Marple était assise près de son feu, tricotant oubliée sur ses genoux. Il y avait désormais plusieurs suspects, chacun plausible, chacun ayant des secrets à cacher. Madame Blackwood, liée au docteur Hayworth par un lien invisible de culpabilité et de peur. Leonard Cresswell, qui en savait bien plus sur le passé du médecin qu'il ne voulait l'admettre. Elsie, la gouvernante, s'enfuit paniquée. Et maintenant, Peter Larkin, brutal, facile à diriger et désespéré d'argent. Le puzzle s'assemblait pièce par pièce, mais le tableau complet restait obstinément insaisissable. Miss Marple, cependant, ne se découragea pas. Elle savait par expérience que la nature humaine, avec toutes ses folies, ses ambitions et ses haines, se révélerait inévitablement. Tout ce qu'elle avait à faire était d'attendre
et de regarder. Et au cœur tranquille de St. Mary Mead, quelque chose remuait déjà, prêt à frapper à nouveau. Le lendemain matin, l'aube était grise et brumeuse, le genre de temps qui semblait s'infiltrer jusqu'aux eaux de St. Mary Mead. Cela confère au village un calme étrange, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Miss Marple, cependant, n'était pas du tout affectée par la pénombre. Après un petit déjeuner copieux et un coup d'œil aux journaux, rien encore sur les événements de St. Mary Mead, même si quelques lignes sur un scandale londonien impliquant une héritière disparue ont attiré son attention, elle s'est lancée dans une petite mais utile course. Elle avait décidé de rendre une nouvelle visite à Rosebank Cottage. L'inspecteur Craddock avait été assez généreux pour lui laisser carte blanche, se fiant à son instinct, et Miss Marple avait l'intention d'utiliser pleinement ce privilège. Lorsqu'elle est arrivée, l'agent Drake était de service prêt. De la porte l'air ennuyé. « Bonjour, constable, » dit-elle joyeusement. « Bonjour, Miss Marple. Je me demande, dit-elle gentiment, si je pourrais prendre juste un peu plus de temps à l'intérieur. Je promets de ne rien déranger. » Le jeune homme, troublé mais respectueux, la laissa entrer. À l'intérieur du chalet, l'air était frais et moisi. Des grains de poussière flottaient dans les pâles rayons de lumière filtrant à travers les rideaux. Tout restait en grande. Parti tel qu'il avait été laissé après la perquisition, des livres à moitié rangés, des chaises de travers, une lampe renversée dans un coin. Miss Marple se déplaçait lentement et délibérément, son regard ne parcourant pas l'évidence. Mais ce qui était négligé, les coins où des mains pressées n'auraient peut-être pas réussi à effacer une trace. Les objets insignifiants rejetés par des esprits plus grands et plus officiels. Elle s'arrêta près du petit écritoire, situé sous la fenêtre de devant, dont la surface était encombrée d'enveloppes, de stylos et d'un carnet d'adresses cabossé. Elle n'était pas verrouillée. Miss Marple le feuilleta soigneusement, notant les noms et adresses, pour la plupart locaux, mais caché entre deux pages, presque caché, se trouvait un morceau de papier buvard. L'instinct, né d'une longue expérience, lui fit l'inspecter, qu'à de plus près. En le tenant face à la lumière, elle vit de faibles impressions, les contours fantomatiques de mots écrits et effacés à la hâte. Miss Marple sourit intérieurement et sortit un petit crayon de son sac. Utilisant une technique apprise il y a longtemps auprès d'un retraité de Scotland Yard, qui avait séjourné une fois au Blue Boar, elle a légèrement ombré le papier buvard. Les mots sont apparus clairement. « Retrouvez-moi près du chêne au crépuscule. Apportez tout. Pas de police. » Le pouls de Miss Marple s'accéléra légèrement. Le chêne. À St. Mary Mead, cela ne pouvait signifier que le grand chêne de la commune du village, un arbre ancien, et noueux plus vieux que l'église elle-même. Quelqu'un avait organisé une rencontre clandestine. Quelqu'un avait exigé le secret. Et à en juger par le ton, quelqu'un avait eu l'intention d'exercer une pression ou une force. Elle replaça le papier buvard exactement là où elle l'avait trouvé et sortit du cottage, son esprit travaillant. Rapidement. Si la réunion avait eu lieu, si le docteur Hayworth était effectivement parti, cela pourrait tout expliquer. L'effondrement, la panique, et même l'effraction qui a suivi. Quelqu'un s'était rapproché de lui, et il avait craqué. Sous la tension, Miss Marple rentra chez elle et téléphona à l'inspecteur Craddock, demandant une rencontre discrète sur la commune. 1 heure plus tard, ils se retrouvèrent près du grand chêne, sous les bras étalés de ses vieilles branches. Craddock écouta attentivement Miss Marple expliquer sa découverte. « Crépuscule, hein ?» réfléchit-il. « Cela aurait été juste avant le début de la fête, n'est-ce pas ?»« Exactement, » dit Miss Marple. « Et si je puis me permettre, inspecteur, cela suggère que ce qui s'est passé ici, si la réunion a effectivement eu lieu, aurait pu être le déclencheur immédiat de l'effondrement du docteur Hayworth. » Craddock se frotta le menton. « Nous ferons fouiller le terrain correctement, » a-t-il déclaré. « Il reste peut-être quelque chose, un mégot de cigarette, une empreinte de pas, n'importe quoi. » Il donna des ordres et, en une demi-heure, 2
agents ratissaient méthodiquement les alentours du chêne. C'est l'agent Drake qui a appelé le premier. « Par ici, monsieur !» Craddock et Miss Marple se précipitèrent. À moitié enfoui dans l'herbe se trouvait un petit objet, un stylo plume, en argent coûteux et monogrammé. J.H. « Hayworths » dit Craddock d'un air sombre. Miss Marple se pencha plus près. Il y avait autre chose. La plume était légèrement courbée, comme si on l'avait piétinée au cours d'une lutte. Et ici, a déclaré Drake, en désignant une parcelle, de terrain des éraflures. Quelqu'un avait trébuché ou lutté ici. L'herbe était aplatie. La terre a été perturbée. Il y avait eu une rencontre, cela ne faisait aucun doute. Mais s'agissait-il d'une simple dispute ou de quelque chose de plus sinistre? Cet après-midi-là, alors que la nouvelle de la découverte se répandait par les canaux officiels et non officiels via Madame Price Ridley, Miss Marple tourna son attention vers Peter Larkin. C'était un jeune homme difficile à cerner, timide mais revêche, souvent caché en marge de la vie du village. Mais Miss Marple avait ses moyens. Elle le trouva en train de réparer une clôture en bordure de la commune, un marteau à la main, de la terre sur son pantalon. « Bon après-midi, Peter, » dit-elle agréablement. Il leva les yeux avec méfiance. « Bonjour, mademoiselle. »« Je me demande, » dit-elle doucement, « si vous étiez ici, près du grand chêne, le soir de la fête ?» Peter hésita puis haussa les épaules. « Peut-être. C'est un bon endroit pour fumer, loin des gens occupés. » Miss Marple sourit avec indulgence. « Je comprends bien. Les garçons ont besoin de leur petite liberté. » Peter se détendit légèrement. « Mais je n'ai rien vu. »« Pas d'étrangers ? » ?»« Personne que tu connaisses. » Un autre haussement d'épaules. « J'ai peut-être vu quelqu'un, je ne sais pas, je ne regardais pas. Mais si vous essayiez, ma chérie, dit Miss Marple, sa voix aussi douce et câline que du lait chaud, vous vous en souviendrez peut-être. » Peter remua les pieds. « Eh bien, peut-être. J'ai vu M. Cresswell se diriger vers le chêne, l'air très agité. » Le cœur de Miss Marple fit un petit bond triomphal. « Et personne d'autre. » Peter détourna le regard. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre plus loin. Difficile à dire. Elle le remercia en lui glissant un shilling dans la main avec un clin d'œil alors qu'elle s'éloignait. L'esprit de Miss Marple s'emballait. Si Cresswell avait rencontré Hayworth au chêne, et s'il y avait eu une lutte, cela ouvrait une toute nouvelle voie. Leonard Cresswell, l'avocat doux et posé. Leonard Cresswell qui connaissait les secrets de Hayworth. Leonard Cresswell qui avait peut-être des raisons de veiller à ce que ces secrets ne soient jamais révélés. Ce soir-là, Miss Marple était assise avec son cahier ouvert, énumérant tous les faits connus. Le docteur Hayworth a eu un scandale dans son passé impliquant la mort d'une femme. Quelqu'un dans le village, peut-être Cresswell, avait menacé d'être dénoncé. Une réunion secrète avait été organisée près du chêne. Une lutte s'était produite. Peu de temps après, le docteur Hayworth s'est effondré, non pas à cause de la maladie, mais de la peur. Et puis il y avait Madame Blackwood qui, malgré ses dénégations, semblait profondément impliquée. Sa peur était réelle. Mais de quoi? Exposition. Ou des conséquences? Le départ soudain d'Elsie a également rongé l'esprit de Miss Marple. Avait-elle su quelque chose de trop dangereux pour garder le silence? Miss Marple tapota pensivement son stylo contre le cahier. Il y avait trop de détails en suspens, trop de motivations cachées, mais elle était proche, très proche. Tout ce dont elle avait besoin maintenant, c'était d'un morceau de plus. Un petit indice négligé pour révéler toute la terrible vérité, et elle avait le sentiment que cela arriverait très, très bientôt. Les jours qui suivirent furent lourds d'inquiétude. Dans les salons de thé et les bancs de l'église de St. Mary Mead, le bourdonnement joyeux des potins a cédé la place à quelque chose de plus sombre. Des regards furtifs, des voix plus basses, une communauté étroitement enveloppée de tension. Quelque chose avait été perturbé sous la surface de leur paisible village, quelque chose de laid, et les villageois pouvaient le sentir, même s'ils ne pouvaient pas encore le nommer. Miss
Marple, observant tranquillement depuis son siège habituel sur le banc d'angle de l'église St. Mary, a noté les changements subtils avec des yeux perçants. Les mains tremblantes de Madame Blackwood agrippant son livre de prière, les sourires rigides et forcés de Leonard Cresswell, la façon dont le jeune Peter Larkin restait dans l'ombre, frémissant à chaque bruit soudain, oui, la nature humaine dans son infinie variété se mettait à nu, et Miss Marple était prête. L'inspecteur, Craddock a agi le premier. Par un mardi matin frais et vif, il a convoqué Leonard Cresswell au poste de police pour quelques questions supplémentaires. Il s'agissait en théorie d'un entretien informel. En pratique, cela ressemblait à un interrogatoire. Miss Marple, grâce à un arrangement spécial, était assise tranquillement dans un coin, tricotant, sa présence étant considérée par Cresswell comme celle d'une vieille fille inoffensive du village. Craddock commença doucement. « Vous nous avez dit, monsieur Cresswell, que vous ne connaissiez le docteur Hayworth que professionnellement. »« Oui, et pourtant, poursuivit Craddock, nous avons maintenant la preuve que vous avez rencontré le docteur Hayworth en privé, près du Grand Chêne, juste avant son effondrement. » Cresswell pâlit. Ses mains se serrèrent en poing sur ses genoux. Il s'éclaircit la gorge. « Je suis peut-être allé me promener, oui, mais je n'y ai pas rencontré le docteur Hayworth. » Miss Marple leva doucement la tête. « Oh, mes chers. »« Monsieur Cresswell, dit-elle gentiment, nous avons un témoin qui vous a vu. Ce serait tellement mieux d'être parfaitement honnête, ne pensez-vous pas ?» Le sang-froid de Cresswell s'est brisé. Il se leva brusquement et fit les 100 pas dans la petite pièce. « Très bien, je l'ai rencontré, » dit-il amèrement. « Il a demandé à nous rencontrer. Il a dit que c'était urgent. »« Et de quoi ? As-tu discuté ?» Craddock appuya. « L'argent, » cracha Cresswell. « Il voulait de l'argent, du chantage pur et simple. » Craddock haussa un sourcil. « Chantage ? Oui. Il a menacé de me ruiner. Il a dit qu'il était au courant d'une erreur que j'avais commise au début de ma pratique. Un acte mal déposé, cela aurait pu me coûter ma licence. » Les yeux de Miss Marple brillaient derrière ses lunettes. « Et donc tu as accepté de le rencontrer en secret ?»« Je pensais pouvoir le raisonner, » craqua Cresswell. « Mais quand je suis arrivé là-bas, il était étrange. Il parlait de justice, de péché et de rédemption. Je l'ai laissé. Là, il délirait. Je le jure. » Craddock s'appuya contre le dossier de sa chaise, l'étudiant attentivement. « Tu l'as laissé vivant. »« Bien sûr, » dit Cresswell d'une voix rauque. « Je ne lui ai pas fait de mal. » Miss Marple ne dit rien, mais intérieurement, elle remarqua que la peur de Cresswell semblait réelle. Non pas la culpabilité pour un crime commis, mais la terreur d'être découvert. Si Cresswell avait attaqué Hayworth, cela aurait probablement laissé des marques plus physiques que psychologiques. Non, Cresswell n'était pas le tueur, mais il avait participé au resserrement de la toile autour de Hayworth, et quelqu'un d'autre avait tiré la corde. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple tourna son attention vers Madame Blackwood. Elle a invité la veuve à prendre le thé, une affaire apparemment décontractée, mais les thés de Miss Marple n'étaient jamais simplement sociaux. Madame Blackwood arriva pâle et cassante, comme de la porcelaine trop longtemps exposée au gel. Ils étaient assis dans le salon confortable de Miss Marple, sirotant du lapsang souchong et grignotant de fines tranches de gâteau aux fruits. La conversation errait sur les sujets habituels et sûrs, le temps, l'état du toit de l'église, le succès de la fête. Puis, très doucement, Miss Marple tendit son piège. « Une telle tragédie, pauvre docteur Hayworth, » dit-elle doucement. « On se demande s'il a vraiment échappé à son passé. » Madame Blackwood posa sa tasse avec un petit tintement. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Miss Marple sourit gentiment. « Ma chérie, je vis dans ce village depuis de très nombreuses années. J'ai vu ce que les secrets peuvent faire aux gens. Ils se corrodent de l'intérieur. » Les mains de Madame Blackwood se tordirent sur ses genoux. Ses lèvres tremblaient. « J'ai essayé de l'aider, » murmura-t-elle. « Je pensais pouvoir le sauver. » Miss Marple ne dit rien, se contentant d'écouter.
La voix de Madame Blackwood devint plus frénétique. Ce n'était pas de sa faute. Pas entièrement. Elle, la fille, était instable. Elle a mal interprété sa gentillesse. Quand il a essayé de fixer des limites, elle s'interrompit, respirant fort. Miss Marple tendit la main et lui tapota la main. Et après? Il y a eu une enquête, a déclaré Madame Blackwood, les yeux écarquillés et hantés. Mais la famille avait de l'influence. Ils ont gardé le silence. Julian, le docteur Hayworth, a démissionné discrètement et a disparu de Londres. Il pensait qu'il pourrait recommencer ici. Et toi? Demanda gentiment Miss Marple. Madame Blackwood frissonna. Je l'ai connu à ce moment-là, à Londres. Je l'aimais. Elle eut un rire brisé. Il ne l'a même jamais remarqué. Mais quand il est venu ici, j'ai pensé, peut-être qu'il avait besoin d'un ami. Le cœur de Miss Marple lui faisait mal, dans son amour calme et désespéré. Et est-ce que quelqu'un d'autre connaissait la vérité? Madame Blackwood hésita. Il y avait un homme, dit-elle finalement. Son frère. Il a blâmé Julian pour sa mort. Il a juré de le détruire. L'esprit de Miss Marple s'emballait. Un frère, murmura-t-elle. Et ce frère, quel était son nom? Je ne sais pas, dit Madame Blackwood avec désespoir. Je ne l'ai jamais rencontré. Miss Marple sourit en lui tapotant la main une fois de plus. Tu as été très courageuse, ma chère. Et très stupide. L'amour nous rend souvent tous les deux. Tandis que Madame Blackwood pleurait doucement dans son mouchoir, l'esprit de Miss Marple se tourna vers la nouvelle information. Un frère. Un homme rancunier. Un homme qui aurait pu suivre Hayworth à St. Mary Mead en attendant son heure. Mais qui? Et puis, aussi clair qu'une cloche, la réponse résonna dans son esprit. Peter Larkin. Peter, rude et plein de ressentiment. Un enfant trouvé, soi-disant. Mais et s'il ne l'était pas? Et si Peter Larkin était venu à St. Mary Mead, non pas par accident, mais à dessein? Miss Marple se leva vivement, son tricot oublié. Il y avait encore une confrontation finale à venir. Et cette fois, cela révélerait tout. L'air du soir à St. Mary Mead était chargé d'un froid humide, chargé de l'odeur des feuilles mortes. Miss Marple, un châle drapé autour de ses épaules étroites, était assise près de son feu, plongée dans ses pensées. Tous, les signes indiquaient Peter Larkin, et pourtant quelque chose dans l'esprit de Miss Marple la retenait. C'était trop simple, trop soigné. Et s'il y avait une chose qu'elle avait apprise sur la nature humaine, c'était que lorsque le mal s'agitait, il se déplaçait rarement en ligne droite. Elle resta assise en contemplation jusqu'à ce qu'un coup à la porte la sorte de sa rêverie. C'était l'inspecteur Craddock, chapeau à la main, l'expression sombre. « Miss Marple, dit-il sans préambule, nous avons eu un autre développement. » Elle lui fit signe d'entrer. Craddock s'assit, l'air inhabituellement troublé. « Peter Larkin, a-t-il commencé, a été arrêté alors qu'il tentait de monter à bord d'un bus en retard pour Londres. Il avait une valise avec lui. À l'intérieur se trouvaient certains papiers personnels du docteur Hayworth et quelques objets de valeur qui ont disparu après l'effraction. » Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. « Je vois. »« Ça n'a pas l'air bien, n'est-ce pas ?» dit Craddock. « Pris en flagrant délit. » Miss Marple sourit faiblement. « Apparition, inspecteur. Vous ne devez pas vous laisser induire en erreur par les apparences. » Craddock avait l'air sceptique. Il a couru, Miss Marple. « Cela n'a pas l'air innocent. »« Non, » dit doucement Miss Marple. « Mais la peur n'est pas une preuve de culpabilité. » Craddock se pencha en avant. « Tu penses qu'il n'est pas impliqué? »« Je pense, » a déclaré Miss Marple, « que Peter Larkin a peut-être été utilisé, peut-être menacé. Il n'est pas assez intelligent pour orchestrer cela tout seul. » Craddock se frotta le menton. « Tu crois que quelqu'un d'autre tire les ficelles ?» Miss Marple hocha la tête. « Et je pense, a-t-elle ajouté, les yeux pétillants, que nous trouverons nos réponses si nous agissons rapidement. » Le lendemain matin, Craddock a organisé un entretien formel avec Peter Larkin au commissariat de police. Miss Marple
une fois de plus discrètement présente, observa avec attention. Peter avait l'air misérable. Sa hargne habituelle avait disparu, remplacée par une peur maussade. Ses vêtements étaient froissés. Ses yeux parcouraient constamment la pièce. « Peter, dit doucement Craddock, pourquoi as-tu pris ces choses ?» Peter marmonna quelque chose d'inintelligible. « Parlez, » a exhorté Craddock. Peter fronça les sourcils. « Parce qu'il me l'a dit. »« Qui te l'a dit ?» Peter hésita puis éclata. « Je ne connais pas son nom. Il a juste dit que si je ne le faisais pas, il parlerait à tout le monde de ce qui s'est passé à Londres. » Miss Marple se pencha légèrement en avant. « Et que s'est-il passé à Londres, mon cher garçon ?» demanda-t-elle gentiment. Peter rougit profondément. « J'avais des ennuis là-bas, des petites choses, des vols à la tire surtout. J'ai couru avant que les flics ne puissent te m'attraper. »« Je vois, » dit Miss Marple. « Et quelqu'un était au courant de ton passé ?» Peter hocha misérablement la tête. « Il a dit qu'il le dirait à la police si je ne faisais pas ce qu'il avait dit. Et qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire exactement ? Entrez par effraction, brûlez des papiers, prenez quelques objets pour que cela ressemble à un vol. » Miss Marple et Craddock échangèrent un regard aigu. Il ne s'agissait pas d'un cambriolage aléatoire. Il s'agissait d'une tentative délibérée de détruire des preuves. Craddock insista encore davantage. « Pouvez-vous décrire cet homme ?» Pierre haussa les épaules, d'âge moyen, grand. Il portait toujours un chapeau baissé, je ne l'ai jamais vu correctement. L'esprit de Miss Marple s'emballait. Un étranger aurait été remarqué à St. Mary Mead. Les villageois avaient un œil infaillible pour l'inconnu. Non, cet homme devait être connu, assez familier pour se déplacer sans éveiller les soupçons. Et soudain, Miss Marple comprit. C'était quelqu'un qui faisait déjà partie du paysage du village, quelqu'un qui pouvait passer inaperçu, quelqu'un qui avait tout intérêt à enterrer le passé du docteur Hayworth. Les pensées de Miss Marple se tournèrent vers M. Sims, le maître de poste, cet homme en apparence inoffensif qui avait accès aux lettres de tout le monde. Et si M. Sims avait été au courant des lettres de menace, et s'il en avait intercepté un ou plusieurs, et réalisé qu'il pouvait les utiliser à son propre avantage. Mais cette théorie s'est dissipée presque immédiatement. Sims, malgré toute sa curiosité, était une âme timide. Le chantage et le complot le dépassaient. Non, il fallait que ce soit quelqu'un de plus pointu, de plus froid, de plus calculateur, quelqu'un comme... Les yeux de Miss Marple s'écarquillèrent derrière ses lunettes. Bien sûr, ce n'était pas Peter Larkin qui avait orchestré cela, ni Leonard Cresswell, qui manquait de la cruauté nécessaire. C'était quelqu'un qui s'était caché à la vue de tous, quelqu'un qui savait manipuler, quelqu'un qui avait toujours été exactement là où il devait être. Et elle avait maintenant juste assez d'informations pour tendre son dernier piège. Cet après-midi-là, Miss Marple rendit visite au presbytère, où quelques-uns des citoyens les plus respectés du village s'étaient réunis pour une réunion du comité de charité. C'était une opportunité idéale. Personne ne se douterait de rien. Assise confortablement avec son tricot, Miss Marple dirigea habilement la conversation vers le sujet du docteur Hayworth. Puis, avec un air de vaine curiosité, mentionna le papier buvard qu'elle avait trouvé. « C'est un message vraiment étrange, » dit-elle joyeusement. « Rencontrez-moi près du chêne au crépuscule. Apportez tout. Pas de police. » Très sinistre, vous ne trouvez pas? Il y eut un silence momentané, une forte inspiration. Miss Marple ne l'a pas manqué. Elle tourna son regard, avec tant de désinvolture, vers M. Abbott, l'épicier, M. Abbott, qui livrait des courses au docteur Hayworth depuis des semaines. M. Abbott, qui avait toutes les excuses pour s'attarder, pour entendre des conversations, pour voir des lettres privées qui traînaient. Et M. Abbott, dont le magasin avait récemment, et plutôt mystérieusement, remboursé une dette importante. Je suppose, a poursuivi Miss Marple ses aiguilles clignotantes, que n'importe qui aurait pu voir ce message s'il lui arrivait de livrer quelque chose, par exemple.
Abbott bougea sur son siège, tirant sur son col. « Je n'en sais rien, a-t-il déclaré, trop vite, trop défensivement. Le vicaire inconscient se lança dans un discours sur l'honnêteté dans la vie du village, mais Miss Marple ne l'entendit plus. Elle en avait assez vu. C'était Monsieur Abbott. Abbott, qui avait fait chanter le docteur Hayworth, en utilisant des informations glanées dans des lettres et des observations fortuites. Abbott, qui avait organisé la réunion près du chêne, a terrifié Hayworth jusqu'à ce qu'il s'effondre, puis a utilisé Peter Larkin comme un pion pour détruire toutes les preuves persistantes. Intelligent, impitoyable et totalement insoupçonné. Jusqu'à maintenant. Ce soir-là, Miss Marple rencontra tranquillement l'inspecteur Craddock. Elle a exposé sa théorie avec soin, étape par étape, avec la logique simple et dévastatrice née de l'observation de la faiblesse humaine. Pendant toute une vie, Craddock écoutait sans interruption. Quand elle eut fini, il se leva. « Je vais le faire venir. » Miss Marple sourit doucement. « Et inspecteur, vous pourriez lui suggérer de vérifier les comptes de sa boutique. Je pense que vous trouverez des paiements récents qu'il ne peut pas expliquer. » Craddock sourit. « Vous... » Elle est vraiment la terreur des malfaiteurs, Miss Marple. Elle s'y opposa modestement. « Pas du tout, cher inspecteur. Je fais simplement attention. » Alors que Craddock partait pour procéder à l'arrestation, Miss Marple se retourna vers son tricot, le léger clic des aiguilles reprenant dans le crépuscule. La justice, pensait-elle, était souvent lente, mais elle était inexorable. À St. Mary Mead, il y aurait à nouveau la paix. Le lendemain matin, le village de St. Mary Mead s'est réveillé avec une nouvelle surprenante. Monsieur Abbott, l'épicier, avait été arrêté. Les ondes de choc d'incrédulité se sont propagées à travers la communauté. Monsieur Abbott, cet homme respectable avec son tablier soigné et son sourire amical, l'épine dorsale du comité des fêtes de l'église et de l'association des jardins familiaux du village, un maître chanteur, impossible. Mais les choses impossibles se produisaient plus souvent dans la vie que la plupart des gens ne voulaient l'admettre, se dit Miss Marple. Elle savait depuis longtemps que le mal avait souvent les visages les plus banals. Il restait néanmoins une tâche cruciale à terminer, la confirmation finale, parce que même maintenant, Miss Marple le savait, M. Abbott n'avait pas entièrement avoué. Il n'y avait aucune preuve matérielle qu'il avait menacé le docteur Hayworth près du chêne. Personne n'avait vu la réunion avoir lieu. Aucune lettre ne portait son nom. Et sans preuve solide, l'affaire pourrait encore échouer. Ainsi, Miss Marple s'est préparée pour son test final, attirer une confession de M. Abbott avec soin, délicatesse, en utilisant l'arme la plus ancienne et la plus fiable de toutes, vanité humaine. L'inspecteur Craddock, convaincu de la force des instincts de Miss Marple et très reconnaissant de son aide, accepta son plan. Ils ont fait en sorte que M. Abbott soit amené, sous surveillance mais pas encore officiellement inculpé, dans la petite pièce indéfinissable à l'arrière du commissariat où des entretiens informels avaient parfois lieu. Miss Marple est arrivée 10 minutes plus tôt. Elle était assise tranquillement à la table ordinaire, son expression douce et ses manières sans menace. Ses cheveux gris étaient soigneusement enroulés, ses mains occupées à son éternel tricot. Lorsque M. Abbott fut introduit, il cligna des yeux de surprise à sa vue. « Mademoiselle Marple » balbutia-t-il. Elle sourit gentiment. « Bonjour, Monsieur Abbott. J'espère que cela ne vous dérange pas de me parler quelques instants. J'ai pensé que nous pourrions peut-être dissiper une partie de la confusion. » Abbott se lécha nerveusement les lèvres. « Je ne vois pas ce qu'il y a à clarifier, » marmonna-t-il. Miss Marple hocha la tête. « Non, non, bien sûr. Mais vous, voyez, cher Monsieur Abbott, j'ai trouvé par hasard un morceau de papier buvard assez intéressant dans la maison du docteur Hayworth. Un message, en fait, à propos d'une rencontre près du chêne au crépuscule. » Elle s'arrêta délicatement, et il m'est venu à l'esprit que le message aurait été très facile à comprendre, si par exemple on livrait des courses au bon moment. Le visage d'Abbott se contracta. Continua Miss Marple,
sa voix toujours aussi douce. Bien sûr, voir un tel message serait une tentation terrible, surtout si l'on avait besoin d'argent, par exemple pour rembourser des dettes gênantes. Les poings d'Abbott se serraient à ses côtés. « Vous n'avez aucune preuve, murmura-t-il. Le sourire de Miss Marple s'approfondit, gentil, presque compatissant. « Non, preuve est un mot tellement dur, n'est-ce pas? Je préfère comprendre. » Elle se pencha légèrement en avant. « Vous voyez, je comprends très bien. Vous ne vouliez pas aller aussi loin. Vous pensiez pouvoir effrayer le docteur Hayworth et l'amener à vous payer. Un peu de chantage, un peu de pression, aucun mal réel prévu. » Abbott la regarda, la bouche ouverte et fermée. « Mais le docteur Hayworth était plus faible que vous ne le pensiez, » dit doucement Miss Marple. La culpabilité qu'il portait, à propos de cette pauvre fille à Londres, était déjà un terrible fardeau. Vos menaces l'ont fait basculer. Abbott laissa échapper un son étranglé, mi-défensif, mi-vaincu. « Je ne l'ai pas tué, lâche-t-il. »« Non, dit doucement Miss Marple, vous ne l'avez pas frappé, mais vous l'avez quand même détruit. » Il y eut un lourd silence. Puis, très lentement, Abbott s'effondra sur la chaise en face d'elle, la tête dans les mains. « Je voulais juste assez pour régler mes dettes, » murmura-t-il. « Je n'ai jamais voulu dire... » Il délirait, il ne voulait pas écouter. Il a commencé à crier, disant qu'il méritait d'être puni. J'ai paniqué et j'ai couru. Et puis vous avez utilisé Peter Larkin pour brouiller vos traces, dit doucement Miss Marple. Vous connaissiez le passé de Peter, n'est-ce pas? Vous l'avez menacé pour qu'il fasse votre sale boulot. Abbott hocha misérablement la tête. Je pensais que si la maison était cambriolée, si les papiers étaient brûlés, personne ne pourrait jamais remonter jusqu'à moi. Miss Marple se rassit, son tricot oublié. « Ah, monsieur Abbott, » dit-elle tristement. « La tromperie est comme une très mauvaise réparation. Peu importe avec quel soin vous essayez de la cacher, le défaut apparaît toujours. » Plus tard, alors que les accusations officielles étaient préparées et qu'Abbott était emmené, l'inspecteur Craddock se tourna vers Miss Marple, le visage plein d'admiration à contre-cœur. « Je ne sais pas comment vous faites, Miss Marple, » dit-il. « Vous l'avez fait avouer avec rien de plus que quelques mots bien placés. » Miss Marple rit doucement. « Oh, j'ai toujours trouvé, dit-elle, que ceux qui se croient intelligents sont souvent les plus faciles à piéger. Ils ont hâte de s'expliquer, de montrer à quel point ils étaient intelligents. Il suffit d'écouter très attentivement. » Craddock secoua la tête avec émerveillement. « Vous devriez diriger Scotland Yard. » Miss Marple agita la main avec dédain. « Oh non, cher inspecteur, je préfère de loin la paix de mon jardin. Les tomates et les chrysanthèmes sont bien moins gênants que les criminels. » Elle rassembla son tricot et le rentra soigneusement dans son réticule. « Et en plus, » ajouta-t-elle avec un clin d'œil, « à St. Mary Mead, on n'a jamais besoin d'attendre très longtemps pour le prochain petit mystère. » Alors qu'elle rentrait chez elle à travers les ruelles tranquilles du village, le soleil perça les nuages, projetant de longs rayons dorés sur les chaumières et les jardins soignés. Les rires des enfants résonnaient dans le green. Un chien aboyait au loin. La vie, semblait-il, avait repris son rythme normal et paisible, et pourtant, Miss Marple savait que les répercussions du scandale persisteraient. Une fois brisée, la confiance n'était pas si facilement rétablie. Madame Blackwood, au moins, pourrait trouver un peu de réconfort. La vérité sur le passé du docteur Hayworth n'était plus une blessure purulente, mais un chagrin reconnu. Une tragédie qui pourrait, avec le temps, être apaisée. Peter Larkin aurait également une chance de se racheter. Craddock avait promis de faire preuve de clémence, reconnaissant le rôle contraint du garçon. Quant à Leonard Cresswell, ses ambitions de renommée locale en avaient pris un coup. Les ragots le suivraient pendant des années, et St. Mary Mead elle-même rangeait l'histoire dans sa longue mémoire, pour la raconter de temps en temps autour de tables à thé, à voix basse et avec des regards complices. Miss Marple s'arrêta, devant sa porte, respirant l'air frais et pur. Tout allait bien, pour l'instant. Elle sourit en ouvrant le portail de son jardin, mais même si elle se réinstallait dans les rythmes familiers de sa vie, tailler les roses, nourrir les oiseaux,
lire le journal au petit déjeuner, Miss Marple restait vigilante, parce que là où existaient les cœurs humains, il y avait aussi la folie, la jalousie, le ressentiment et les germes de crimes futurs. Et Miss Marple, calme, sans prétention, d'une patience infinie, serait là pour les voir. Il fut décidé, dans la meilleure tradition de St. Mary Mead, qu'une réunion du village se tiendrait au presbytère pour régler l'affaire, comme l'a si bien dit Madame Price Ridley. Bien entendu, par régler, les villageois entendirent des ragots, confirmer des soupçons et entendre l'inspecteur Craddock expliquer précisément comment la triste fin du docteur Hayworth s'était déroulée. Miss Marple, qui manquait rarement une telle occasion, fut invitée avec une cérémonie particulière. Lorsqu'elle arriva au ponctuel à la minute près, le salon était déjà rempli de visages familiers, le colonel Bantry et Dolly, Madame Blackwood, Monsieur Sims, Madame Hartnell, Léonard Cresswell et une poignée de personnalités de moindre importance du village, tous perchés sur des chaises à dossier droit ou planant dans les coins. L'ambiance était un mélange particulier de solennité et d'excitation à peine réprimée. Après tout, il n'y avait rien de plus satisfaisant pour l'esprit anglais qu'un crime, à condition qu'il ait été soigneusement résolu et que le criminel soit enfermé en toute sécurité. L'inspecteur Craddock se tenait devant la pièce, les mains derrière le dos, l'expression sérieuse. Miss Marple, souriant doucement, se vit offrir une place d'honneur près de la cheminée. Elle s'y opposa modestement mais accepta. Craddock s'éclaircit la gorge. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, merci d'être réunis ici. Comme vous le savez tous, les événements récents ont causé beaucoup de détresse dans notre village. Il est de mon devoir de vous informer que l'enquête sur l'effondrement du docteur Hayworth et l'effraction dans son chalet est terminée. » Un murmure parcourut la pièce. « Monsieur Abbott, l'épicier du village, a poursuivi Craddock, a avoué avoir fait chanter le docteur Hayworth, le menaçant de révéler des événements du passé du médecin. Ce sont ces menaces et la confrontation qui a suivi qui ont conduit à la dépression du docteur Hayworth. » Il fit une pause, laissant le choc de cette déclaration s'imprégner. « Mais, a ajouté Craddock, il est juste de dire que M. Abbott n'a pas agi seul dans tous les domaines. Certaines actions ont été commises par d'autres, certains en connaissance de cause, d'autres sous la contrainte. Cependant, la responsabilité principale incombe à M. Abbott, qui fera face à des accusations en conséquence. » Il recula légèrement et jeta un coup d'œil vers Miss Marple. C'était sans aucun doute une invitation. Miss Marple se leva lentement. Tous les yeux dans la pièce se tournèrent vers elle. La douce vieille dame avec son col de dentelle et ses mains délicates, qui d'une manière ou d'une autre, voyaient à travers chaque masque. Elle parlait de sa voix douce et délibérée. « Habituelle, c'est une triste affaire, a-t-elle commencé, et qui montre, je le crains, à quel point les structures de nos vies peuvent être très fragiles lorsqu'elles sont construites sur des secrets. » Un léger bruissement alors que les villageois se rapprochaient. « Le docteur Hayworth, a-t-elle poursuivi, est venu à St. Mary Mead pour chercher la paix. C'était un homme bon dans l'âme, mais il avait commis une grave erreur à Londres. Une jeune femme vulnérable et instable avait mal interprété sa gentillesse professionnelle. Lorsqu'il avait fixé des limites fermes, elle s'est suicidée. Une vague de sympathie parcourut la pièce. Même si l'enquête l'a innocentée légalement, le fardeau de la culpabilité ne l'a jamais quittée, dit doucement Miss Marple. Lorsque M. Abbott, par hasard, a découvert des traces de ce passé, par le biais de lettres, d'observations et, dirons-nous, d'une nature un peu trop curieuse, il a vu une opportunité. Elle fit une pause croisant ses doigts. M. Abbott a fait chanter le docteur Hayworth, exigeant de l'argent en échange du silence. Une réunion a été organisée au Great Oak le soir de la fête. C'est là que la confrontation finale a eu lieu. Léonard. Cresswell bougea inconfortablement, mais Miss Marple lui lança un regard rassurant. Monsieur Cresswell, dit-elle doucement, était effectivement à l'Oak ce soir-là. Il a rencontré le docteur Hayworth,
et à discuter d'un autre sujet sans rapport avec lui, une petite indiscrétion professionnelle de sa part. Mais il n'a eu aucune part dans ce qui a suivi. Les épaules de Cresswell s'affaissaient de soulagement. Continua. Miss Marple, après le départ de M. Cresswell, M. Abbott est arrivé. Il a insisté sur ses exigences. Le docteur Hayworth, déjà soumis à une immense tension, a fait une dépression. C'est la peur, une peur pure et aveuglante, qui a provoqué son effondrement pendant la fête. Madame Blackwood, pâle mais posée, était assise avec rigidité, les yeux remplis de larmes. Après l'effondrement, a poursuivi Miss Marple, M. Abbott a cherché à brouiller les traces. Il a manipulé Peter Larkin, un jeune homme au passé trouble, pour qu'il s'introduise par effraction dans Rosebank Cottage. Il lui a ordonné de voler des documents et de créer l'impression d'un cambriolage ordinaire. Peter, assis honteux près de la porte, baissa la tête. « Heureusement, » dit Miss Marple en lui souriant gentiment. « Il est désormais entendu que Peter a agi sous la contrainte, et il sera traité avec la clémence appropriée. » L'inspecteur Craddock hocha gravement la tête, conclut Miss Marple. « C'est une triste histoire, une histoire de faiblesse humaine, de culpabilité, de peur, d'avidité. Et pourtant, peut-être aussi de rédemption. Car ce n'est qu'en mettant en lumière de tels secrets que la guérison peut commencer. » Et n'y qu'eut un long silence lorsqu'elle eut fini. Puis le colonel Bantry s'éclaircit bruyamment la gorge. « Eh bien, je serai damné, » marmonna-t-il. « Abbott !» Je ne l'aurais jamais pensé. Madame Hartnell renifla. « J'ai toujours dit qu'il y avait quelque chose de sournois chez cet homme. Ne l'ai-je pas dit, Émilie ?» Le vicaire se leva, murmurant quelque chose sur la prière et le pardon, mais sa voix fut noyée par la soudaine éruption des bavardages du village. Miss Marple resta assise tranquillement pendant tout cela, un petit sourire satisfait sur les lèvres. Les pièces étaient tombées en place. La justice avait été rendue, non pas par la violence ni par la vengeance, mais avec la vérité, la patience et l'observation infaillible d'une femme que la plupart des habitants du village sous-estimaient encore, même aujourd'hui, et c'était exactement ce qu'elle préférait. Alors que les villageois s'éloignaient, retournant à leurs chaumières, à leurs jardins et à leurs petites routines, Miss Marple s'attarda un moment devant la porte du presbytère, respirant l'air frais du soir. Dolly Bantry s'approcha d'elle. « Ma chère Jane, dit-elle avec admiration, comment faire, tu sais toujours ?» Miss Marple rit doucement. « C'est très simple, en fait. Il ne faut jamais oublier que les gens se comportent selon des schémas. La fierté, la culpabilité, la peur, ils se manifestent de la plus petite des manières. » Elle ajusta ses gants avec retenue. « Et bien sûr, ajouta-t-elle avec un clin d'œil, il faut être très attentif à la fête. » Ils rirent ensemble, deux vieux amis partageant une entente secrète, et tandis qu'ils tournaient dans l'allée, les lumières de St. Mary Mead scintillant dans le crépuscule naissant, Miss Marple s'autorisa un petit moment de contentement. Le monde, avec toutes ses fragilités et ses folies, a continué à tourner. Et elle serait là, toujours à l'affût, toujours prête, quand elle aurait à nouveau besoin de sa sagesse calme et perçante. Dans les jours qui ont suivi les dernières révélations au presbytère, St. Mary Mead a retrouvé ses rythmes familiers et réconfortants, ou du moins, elle a essayé de le faire. Il subsistait un sentiment de malaise sous-jacent, le sentiment que le village avait entrevu quelque chose d'inquiétant sous sa surface placide. Pourtant, la vie, avec son insistance obstinée, avançait. L'épicerie change rapidement de main. Un nouveau jeune homme dynamique nommé M. Pritchard a pris la relève, son attitude enjouée et son sens aigu des affaires apportant une nouvelle énergie à High Street. Les villageois, reconnaissant de sa stabilité, l'ont chaleureusement embrassé, même si l'on a entendu Mme Price Ridley marmonner que ses pommes n'avaient jamais été aussi croustillantes que celles de M. Abbott. Peter Larkin, après un avertissement formel et quelques discussions sincères avec l'inspecteur Craddock, a eu l'occasion de repartir à zéro. Le colonel Bantry, ému par le sort du garçon, l'engagea comme jardinier à Gossington Hall.
Il aura un bon travail, une supervision appropriée et aucune tentation de s'égarer, a déclaré le colonel Bantry d'un ton bourru, comme pour défier quiconque de s'y opposer. Miss Marple, pour sa part, offrit à Peter une petite gentillesse inattendue, un exemplaire cabossé mais robuste de Robinson Crusoe, avec une inscription soignée de sa délicate écriture. À Peter, qui commence désormais sa propre aventure. Madame Blackwood, libérée du fardeau secret qu'elle portait depuis si longtemps, trouva une sorte de paix tranquille. Elle a commencé à faire du bénévolat au magasin de charité de l'église, où ses compétences organisationnelles et sa présence calme étaient très appréciées. Leonard Cresswell est revenu à sa pratique juridique, mais avec un air plus sobre. Les villageois, n'ayant aucune preuve claire d'actes répréhensibles à son encontre, ont finalement décidé d'oublier son association avec l'affaire, ou du moins de faire semblant de le faire. Quant à Miss Marple, elle a repris sa douce vie avec ses habitudes bien-aimées, l'été de l'après-midi, les promenades dans le cimetière et le rythme constant et réconfortant de ses aiguilles à tricoter. Mais intérieurement, elle réfléchissait souvent à la tragédie qui s'était produite, non seulement pour le docteur Hayworth, mais pour tous ceux qui étaient touchés par les répercussions de son chagrin secret. Elle pensait aussi à M. Abbott, un homme ni totalement mauvais ni totalement bon, mais façonné, comme tant d'autres, par des ressentiments discrets, de petites envies et la lente érosion de la conscience. La nature humaine, pensait-elle, était d'une complexité infinie et infiniment vulnérable. Un après-midi particulier, une semaine après que les événements aient été révélés, Miss Marple s'est retrouvée à prendre un thé dans son jardin baigné de soleil. Les chrysanthèmes commençaient tout juste à fleurir dans leurs splendides couleurs automnales, et l'air était riche du parfum de la terre humide et des roses tardives. Dolly Bantry, en visite comme d'habitude, s'appuya en arrière sur sa chaise, qu'avec un soupir de profonde satisfaction. « C'est enfin fini, dit-elle, toute cette sale affaire. » Miss Marple se versa une autre tasse de thé, ses mouvements sereins. « C'est fini, oui, » acquiesça-t-elle, mais pas oublié. Dolly fronça légèrement les sourcils. « Vous ne pensez pas ?» Miss Marple sourit. « Non, ma chère. Je pense que St. Mary Mead guérira, comme le font toujours les villages. Mais les blessures, même invisibles, laissent des cicatrices. Et les cicatrices, même si elles s'estompent, ne disparaissent pas complètement. » Elle remua pensivement son thé. « Il y en aura qui se regarderont un peu différemment maintenant, un peu plus prudemment. On n'y peut rien. » Dolly hocha lentement la tête. « Je suppose que tu as raison. » La confiance, une fois brisée, Miss Marple termina la phrase avec douceur, doit être réparée avec patience, comme une tasse de thé fêlée, encore utile mais jamais aussi parfaite. Ils restèrent assis dans un silence amical pendant un moment, écoutant les abeilles bourdonner paresseusement parmi les fleurs. Finalement, Dolly reprit la parole. « Tu sais, Jane, tu es complètement perdue dans un village comme le nôtre. Tu devrais résoudre des crimes à Londres, même à Scotland Yard. » Miss Marple éclata de rire, un son doux et musical. « Ma chère Dolly, je suis parfaitement heureuse. Ici, les villes sont pleines d'agitation et de bruit. Au village, on voit la vie dans sa forme la plus simple et la plus transparente. Ici, tous les petits drames de la nature humaine se jouent sous nos yeux, pour peu qu'on sache regarder. » Dolly secoua la tête en souriant. « Tu es une merveille, Jane. Tu l'es vraiment. » Miss Marple tapota affectueusement la main de son amie. « C'est absurde, chérie. J'observe simplement. » Elle posa sa tasse et attrapa son tricot, un nouveau modèle, complexe et délicat, qui commençait tout juste à prendre forme. Et après tout, dit-elle, ses yeux bleus pétillants, il y a toujours un autre mystère au coin de la rue. En effet, alors que l'été s'est doucement glissé dans l'automne, St. Mary Mead a recommencé à fredonner les petits drames et les triomphes de la vie quotidienne. Il y a eu le scandale de M. Sims, qui a livré par erreur un lot de lettres d'amour destinées à Much Benham, à Madame Price Ridley.
Il y avait l'excitation de voir l'épouse du vicaire remporter un prix pour ses confitures de prunes, à l'envie non dissimulée de Madame Hartnell. Et quelque part, tranquillement, inaperçu de la plupart, un nouveau visage est apparu dans le village. Une femme calme et à l'air érudit qui a élu domicile à Mapleton Cottage. Elle a dit qu'elle était écrivain. Miss Marple, l'observant depuis la vitrine du salon de thé, se contenta de sourire intérieurement. Oui, la vie continuerait. Plein de secrets, plein d'histoires, et Miss Marple serait là, dans son coin tranquille du monde, toujours à l'affût, toujours à attendre, prête à voir et à comprendre ce que les autres ne voyaient pas. Parce que le meurtre et l'amour, la jalousie et la gentillesse n'étaient que des parties de la tapisserie infinie et complexe de la nature humaine, et elle, Jane Marple de St. Mary Mead, ne cesserait jamais de lire ces modèles. C'est une semaine après la réunion du village que l'inspecteur Craddock rendit une dernière visite à Miss Marple. L'après-midi était doré, le soleil d'automne projetant des motifs tachetés sur le jardin soigneusement entretenu. Miss Marple était assise sous le grand aubépine. Ses aiguilles à tricoter brillaient dans la douce lumière, un plateau à thé soigneusement posé à côté d'elle. Craddock ôta respectueusement son chapeau alors qu'il s'approchait. « Bon après-midi, Miss Marple. »« Bonjour, inspecteur, » dit-elle avec son sourire agréable habituel. « J'espère que vous me rejoindrez pour une tasse. Il y a un gâteau aux graines, assez frais. » Craddock rit, prenant le siège proposé. « Ça, ne me dérange pas si je le fais. » Il s'est servi, savourant le confort domestique de la scène, un contraste marqué avec les complexités qu'ils avaient récemment traversées. « Je voulais vous remercier, » dit enfin Craddock. « Sans toi, nous pourrions encore trébucher dans le noir. » Miss Marple agita modestement la main. « Pas du tout, cher inspecteur. Vous auriez fini par arriver à la bonne conclusion, peut-être juste un peu plus tard que souhaitable. » Ils partagèrent un sourire. Craddock sirota son thé et devint pensif. « J'ai réfléchi à tout cela, » a-t-il déclaré. « Tant de petits détails, les lettres volées, la confiance brisée, le garçon désespéré utilisé comme un pion. Tout cela découle d'un terrible secret. » Miss Marple hocha la tête. « Les secrets, dit-elle doucement, sont rarement inoffensifs. Ils s'enveniment, ils corrompent. Le docteur Hayworth a essayé d'enterrer son passé, mais de telles choses ont tendance à remonter à la surface. » Craddock la regarda attentivement. « Tu as pitié de lui? Je le comprends, » dit-elle simplement. « Nous faisons tous des erreurs. C'est notre courage d'y faire face, ouvertement et honnêtement, qui détermine notre pêche. » Elle posa son tricot et croisa les mains sur ses genoux. Le pauvre Dr. Hayworth vivait avec des remords, mais c'est la peur qui l'a brisé. La peur que quelqu'un d'autre puisse façonner son histoire et le détruire avec elle. Craddock hocha lourdement la tête, et Abbott, le visage de Miss Marple devint grave. M. Abbott était un homme écrasé par de petits échecs et des ressentiments. Il a vu une opportunité de changer sa fortune, d'acquérir du pouvoir, peut-être même du respect, mais en l'obtenant par la tromperie, il s'est condamné lui-même. Craddock posa sa tasse. Je suppose que c'est vrai pour la plupart. Des crimes, de petites faiblesses laissées sans contrôle. Exactement, approuva Miss Marple. Très peu de gens entreprennent de faire le mal, inspecteur. La plupart s'y laissent simplement aller, un choix compromis à la fois. Ils restèrent, assis en silence pendant un moment, regardant un rouge-gorge se balancer le long de l'allée du jardin. Enfin, Craddock se leva. « Je vous laisse tranquille, Miss Marple. Merci encore. » Miss Marple se leva également et lui tendit la main. « Vous serez toujours le bienvenu ici, inspecteur. Si une autre petite difficulté survient... » Craddock rit chaleureusement. « Je n'en doute pas, Miss Marple. Pas tant que la nature humaine restera ce qu'elle est. » Il leva son chapeau et partit, ses pas crissant sur le gravier. Miss Marple s'attarda un moment, respirant l'air frais et pur. «
Le jardin bourdonnait doucement de vie, les abeilles aux dernières floraisons, le vent remuant les feuilles. Sous sa sérénité, le monde était plein de secrets, de chagrin, de gentillesse, et parfois de méchanceté. Et toujours, les schémas calmes et implacables de la nature humaine. Miss Marple sourit, reprit son tricot et reprit son travail. Un nouveau modèle, complexe et délicat. Tout comme la vie elle-même, elle ne craignait pas les mystères à venir. Car elle, Jane Marple de St. Mary Mead, comprenait mieux que quiconque comment lire les fils cachés, et elle serait toujours prête, toujours.